Messi, encara Messi, gol. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver en direct de IEJ Sport Mag. Ce soir, je suis en compagnie de Thibaut Mérès, notre spécialiste sport. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Hugo. Alors, dans quelques heures, même quelques minutes, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, dirigera pour la 129e fois les Bleus ce vendredi 10 juin à Vienne face à l'Autriche. C'est un record dans un contexte particulièrement difficile et douloureux dans sa vie personnelle. Pour un entraîneur qui tient les rênes de la sélection depuis août 2012, soit bientôt 10 ans, c'est un record. Une histoire d'amour qui continue entre Didier Deschamps et l'équipe de France, qui ne va pas forcément se terminer bientôt. Les récentes performances de l'équipe de France nous laissent cependant un peu sur notre faim, surtout celle d'Antoine Griezmann. Néanmoins, ce mauvais passage de Griezmann est mis sous silence. Alors Thibaut, sommes-nous trop gentils avec notre grisou national ? Alors moi je pense que oui, Griezmann fait la grise mine, il est timide sur le terrain et peu en parle, voire quasiment personne. À titre de comparaison, quand Benzema était mauvais en 2012 et en 2013, après chaque match en bleu, on lui tombait dessus, c'était une vague de haine totale et tout le temps. Pour Giroud, c'était pareil, durant la Coupe du Monde, il a marqué 0 but et après chaque match, ça lui rappelait ses stats inexistantes du coup. Hormis la finale où, comme on avait gagné, tout le monde était content. Et je pense que Griezmann il devrait avoir le même traitement de défaveur du coup par rapport à ses performances récentes. On devrait en parler plus souvent et ne pas le mettre sous silence. Sauf que Griezmann a un collier d'immunité en équipe de France. Comme à l'Euro 2016, il nous a porté jusqu'en finale et qu'en 2018, c'était le joueur central de l'équipe de France victorieuse en Russie. On le laisse faire sa vie en équipe de France et faire les performances qu'il fait sans trop rien dire. Et il faut voir que ces descentes coïncident avec son arrivée puis son départ de Barcelone, où là-bas il a fait un passage à vide total. Et depuis ce moment-là, sa carrière est en déclin total. Sauf que Griezmann, c'est un joueur central des Bleus, c'est pas un joueur du bout du banc comme Thauvin en 2018. C'est le métronome de l'équipe de France, c'est lui qui dirige le jeu. Et sans Griezmann, la France fait un peu la tronche et c'est ce qu'on voit en ce moment, avec les récents matchs qui nous donnent des résultats pas forcément convaincants. Sauf que poste pour poste, Deschamps n'a pas de solution pour remplacer Griezmann, il doit changer de dispositif. Et il a pas l'air décidé à le faire, donc il va continuer à jouer avec Griezmann jusqu'à l'usure. Sauf que si on arrive au Qatar et que Griezmann est mauvais, comment on fait ? C'est sûr que c'est difficile d'imaginer une équipe sans Antoine Griezmann. Le petit chouchou de Didier Deschamps est une valeur sûre de l'équipe de France, et ce depuis la Coupe du Monde à Rio de Janeiro au Brésil en 2014. Néanmoins, la période qui traverse, comme vous venez de le dire, laisse place à de réelles interrogations. Pour s'en passer, Didier Deschamps devrait changer totalement de système de jeu. Et aujourd'hui, c'est pas possible encore de jouer en 4-2-3 en équipe de France sans Griezmann, car il faudrait rester dans un plan plus traditionnel, un plan de jeu plus traditionnel et plus simple, comme un 4-3-3, et remplacer l'attaque initialement composée de Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann par une attaque Mbappé, Karim Benzema, Moussa Diaby ou alors tout simplement Kingsley Coman. Sinon, il faudrait encore changer sur un autre système de jeu. Cette fois-ci, ça serait le 4-4-2, avec une attaque uniquement centrée sur Karim Benzema et Kylian Mbappé, qui sont actuellement les deux meilleurs joueurs du monde. C'est ça, tout à fait. Sauf que jouer avec ces deux joueurs devant implique qu'il faut des attaquants plus performants devant les buts. Et j'aimerais en arriver à un joueur dont on parle peu en ce moment, mais pourtant qui est absent de l'équipe de France, c'est Olivier Giroud. Quand il est bon en club, il n'est pas là en équipe de France. Et quand il est mauvais en club, il est là en équipe de France. Donc ça pose une interrogation. Et je pense, à titre personnel, que Deschamps pense qu'il n'est pas possible de faire cohabiter Giroud et Benzema ensemble dans le même vestiaire, alors que c'est totalement possible, on l'a vu. Et on va arriver au Qatar, et je pense qu'il faut qu'on ait Olivier Giroud dans le groupe, même si il est remplaçant. On peut jouer avec Benzema titulaire indiscutable en 9 et après faire entrer Giroud sur certains matchs où Benzema n'est pas en forme ou il n'est pas à l'aise dans le jeu. Surtout que Giroud a été remplacé entre guillemets par Wissam Ben Yedder, et depuis qu'il est en équipe de France, il n'est pas convaincant, il n'a pas de match référence chez les Bleus. Et je pense que quand on va aller au Qatar, il faut que Deschamps reste sur des valeurs sûres, et Giroud est une valeur sûre. Donc il va devoir aller au Qatar avec lui si on veut avoir plus de chances d'aller au bout à la fin. Mais après, c'est difficile, hein. On aime tous Olivier Giroud, mais c'est vrai que c'est compliqué de le réintégrer à ce groupe. Un groupe qui est de plus en plus jeune, avec beaucoup plus de joueurs qui émergent,
mais on voit bien hein, que cette équipe de France est en rodage, et donc du coup, est-ce que ça serait pas faire un retour en arrière de faire venir Olivier Giroud? Alors moi je suis d'accord avec vous, on a plein de joueurs qui arrivent sur tous les postes, soit la défense avec des joueurs comme Saliba, le milieu de terrain avec des Tchouaméni, des Kamavinga, des Guendouzi. Sauf que on sait qu'au Qatar, Deschamps ira avec des joueurs qui sont des valeurs sûres, comme Paul Pogba ou encore Hugo Lloris, même si capitaine il sera là forcément, mais c'est une valeur sûre, même s'il n'est plus numéro 1. C'est plus le meilleur gardien de France et que Mac-Maignan sera meilleur que lui, mais que Lloris a un meilleur vécu en France que Maignan, du coup sera titulaire au Qatar. Donc avoir des joueurs qui soient depuis tout le temps, ça peut fonctionner. Donc Giroud pourrait y aller au Qatar, sachant que ce sera sa dernière Coupe du Monde vraisemblablement. Il faudrait qu'il sera là en 2026, tout comme Hugo Lloris ou encore Raphaël Varane. Donc je pense que tous ces cadres-là qui ont prouvé et qui prouvent encore qu'ils peuvent jouer au très haut niveau doivent aller au Qatar. Surtout que des joueurs comme des jeunes joueurs comme Tchouaméni, Kamavinga, Guendouzi, tout ça, qui iront probablement au Qatar, même si on met une réserve sur Guendouzi, qui va devoir faire une grande saison avec l'OM pour finir au Qatar au mois de novembre, arriveront avec des joueurs qui sont là depuis longtemps comme Paul Pogba ou Lloris, qui vont pouvoir leur apprendre le fonctionnement de la vie en bleu et par la suite laisser leur place à ces nouveaux joueurs qui feront le futur de l'équipe de France à l'avenir. C'est sûr qu'on peut le dire que l'équipe de France de 2018 est révolue. Hein. On est bien loin de l'équipe championne du monde en Russie. C'est ça, il faut arrêter de penser 2018, on est en 2022, ça fait 4 ans qu'on a été champion du monde. Maintenant, il faut pouvoir penser à l'avenir et arrêter de regarder le passé. On a été vainqueurs avec des joueurs comme ça, comme des Lloris qui étaient très forts, des Varane qui étaient très forts, des Umtiti qui étaient très forts. Maintenant, ces joueurs-là sont en déclin, ils sont en fin de cycle et il faut tourner la page. Et là, se pose une question, est-ce que les gens vont avoir les 11 meilleurs joueurs de France sur le terrain ou les 11 joueurs qu'ils préfèrent? On sait que le sélectionneur aime avoir un vestiaire qui vit bien, un groupe qui vit bien, qui s'entend bien. On l'a vu en 2018 avec Adil Rami qui mettait l'ambiance. Et maintenant, il va falloir trouver des joueurs comme ça qui ne joueront pas forcément au Qatar, mais qui seront là pour mettre la bonne humeur dans le vestiaire. Et des joueurs qui mettront sur le terrain les 11 meilleurs joueurs de France pour ainsi performer durant la prochaine Coupe du Monde. Parce que des nations comme le Brésil, qui vont être là pour faire un grand coup dans 6 mois, n'auront pas de mal à appréhender l'équipe de France si une équipe vieillissante. Alors que si on met des jeunes joueurs qui ont peu joué ensemble, on peut créer la surprise, on sera en est favori, mais on peut créer une surprise sur le jeu et ainsi battre ces nations. Alors maintenant, petit bilan comptable sur l'équipe de France après ces 2 premiers matchs de Ligue des Nations. Une situation inattendue pour une équipe championne du monde à environ 6 mois de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, où elle tentera de conserver sa couronne. C'est ça, mais c'est symptomatique de l'équipe de France. Avant chaque grande échéance, on a une période de mou où on est dans le doute, on ne sait pas si ça va performer, si ça va réussir à aller au bout. Mais c'est ce à quoi aide la Ligue des Nations, puisque c'est des matchs qui ne sont pas amicaux, parce qu'il y a un enjeu, mais l'enjeu est moindre, et même les joueurs ne s'y intéressent pas forcément. Et ainsi, des gens peuvent essayer des différents plans de jeu. On a vu des 4-3-3, on a vu récemment le 3-4-1-2. C'est une formation qu'il a essayé, ça ne marche pas forcément, donc il va arrêter. Et face à l'Autriche, on va revenir au traditionnel 4-2-3-1. Et par rapport au match face à la Croatie, seuls 3 joueurs seront présents au coup d'envoi sur la pelouse. On aura Aurélien Tchouaméni, Benjamin Pavard et Moussa Diaby. Et on va avoir en plus l'arrivée à la dernière minute de Ibrahim Konaté qui va remplacer Raphaël Varane qui s'est blessé. Et ces 4 matchs permettent à Deschamps de jongler avec plusieurs joueurs, voir quel joueur peut s'imposer et quel joueur a du mal encore à jouer en équipe de France parce qu'il doit être trop jeune. C'est le cas de Saliba qui a été très bon avec l'OM, mais on voit l'équipe de France qu'il a des bons flashs, mais il n'est pas forcément super performant. Donc il va falloir qu'il mature encore un peu avant d'avoir une place centrale dans l'effectif des Bleus. Mais il y a des joueurs qui sont déjà très 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 bons sur le terrain. On pense notamment à Tchouaméni ou à Kamavinga du peu qu'il a joué en équipe de France. Et on sait que ces joueurs-là iront au Qatar et qu'ils feront leur compétition au Qatar et ils seront très bons là-bas. Alors la Ligue des Nations, ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est pas non plus l'Euro, mais c'est quand même un trophée à aller chercher pour les Bleus. Les Bleus peuvent remonter encore aujourd'hui à la 2e place, après sa défaite contre le Danemark 2-1 et le nul face à la Croatie 1 partout. La sélection française doit réagir, et ça maintenant, pour pouvoir décrocher sa première victoire ce soir face à l'Autriche. Donc on verra ce que feront ce soir les Bleus de Didier Deschamps. Avant cette 3e journée, le Danemark est en tête du groupe A de la Ligue des Nations, avec 6 points obtenus sur 6 possibles. En forme, les Danois devront confirmer ce soir, eux, face à la Croatie.
De leur côté, la France, eux, ont 1 point, comme le Danemark. Et donc du coup, la rencontre qui se joue ce soir est donc primordiale pour les joueurs de Didier Deschamps, qui pourraient doubler l'Autriche avec 3 points en cas de succès à Vienne. Nous, en tout cas, on se quitte sur ça. Place au ballon, place au beau jeu, et on se retrouvera tout à l'heure au débrief sur notre site d'après-match. Merci Thibaut, en tout cas, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci Hugo de m'avoir reçu ce soir. On vous laisse avec le match. On se revoit juste après pour débriefer sur le site. Merci à tous.